Le projet de la vie de Netanyahou, C'est c'est cette l'Iran. histoire avec l'Iran. Oui. Croire que Netanyahou, c'est n'importe quoi, d'accord? Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Amir Weitman. Amir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président du groupe des libéraux au sein du Likoud. Et la première question, c'est une question qui peut interpeller, on va dire, beaucoup de gens en Israël, surtout ceux qui, d'une certaine manière, suivent Binyamin Netanyahou depuis qu'il a mis sur le devant de la scène le dossier du nucléaire iranien, le dossier iranien en tant que tel. Pourquoi et est-ce que vous avez une réponse à nous fournir sur le fait que Binyamin Netanyahou aurait demandé à Donald Trump de ne pas attaquer l'Iran la semaine dernière? Comment on peut expliquer une telle attitude de la part du président, de la part du Premier ministre? Est-ce que vous pensez que c'est une information véridique? Alors, je vais vous dire, c'est une très bonne question je pense que la réponse est très importante pour le coup. Il faut savoir que dans ce genre de cas, en général, les gens qui parlent ne savent pas de quoi ils parlent, et les gens qui parlent pas, les gens qui savent de quoi ils parlent ne parlent pas. Oui. Donc, faisons extrêmement attention avec tout ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit. On se souvient par exemple avant la guerre entre Israël et l'Iran en juin dernier que pendant des semaines, voire des mois, il y a eu de la désinformation dans toutes les directions, y compris quelques heures avant les attaques. Donc, ça fait partie de la guerre. La guerre C'est psychologique. psychologique et de la guerre en général. Faire de la désinformation fait partie de la guerre. Donc, je comprends pas, comme on le sait, c'est pas une nouveauté, c'est depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Donc, je pense que les gens devraient lui dire n'importe quoi, parce que c'est complètement n'importe quoi. Les gens devraient faire attention et devraient prendre le temps, si vous voulez, de réfléchir, de pas se jeter après n'importe quelle nouvelle qui a été publiée dans un journal quelconque, les nouvelles elles-mêmes font partie de la guerre. Oui. De nouveau. Maintenant, je vais vous dire une chose aussi qui est extrêmement claire. Non, pour préciser, en fait, vous ne pensez pas que Binyamin Netanyahou se serait refroidi, on va dire, Non, à non, il s'est pas quelques... refroidi. Je vais vous dire une chose. Le projet de la vie de Netanyahou, C'est c'est cette l'Iran. histoire avec l'Iran. Oui. Croire que, Netanyahou, c'est n'importe quoi, d'accord? Je vous le dis, c'est n'importe quoi. Maintenant, est-ce que, du point de vue conjoncturel, ça c'est une autre question tactique, il était approprié pour les États-Unis d'attaquer la semaine dernière? Alors on peut discuter. D'abord, j'en sais rien. Et vous n'en savez rien non plus, personne n'en Ouais. sait rien, parce que les gens parlent sans savoir. C'est une première chose, on n'a pas accès au plan, etc. J'observe simplement qu'une guerre ne s'improvise pas. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on commence la guerre, on doit être prêt pour faire la guerre. Moi, je pense je ne pense pas, c'est un fait que les forces américaines, les porte-avions, etc., ne sont pas dans la région. Et que par conséquent, j'ai des gros doutes sur la capacité des États-Unis la semaine dernière, voire maintenant, de mener une opération significative contre l'Iran sans avoir les forces pour le faire. Alors, faire un bombardement ponctuel, certainement, les États-Unis pouvaient le faire, mais faire une véritable campagne pour changer le régime, je ne pense pas. Voilà, c'est tout. Donc, si vous posez mon avis, et de nouveau, je peux me tromper parce que je n'ai pas accès à des informations secrètes, évidemment, mais simplement sur l'analyse, euh, je dirais, des informations qui sont publiquement ouvertes. Ok, je n'ai pas l'impression que les États-Unis avaient dans la région la semaine dernière, ou qu'ils aient maintenant, suffisamment de force pour mener une opération de l'ampleur de celle qui va être nécessaire vis-à-vis de l'Iran. Et Alors je peut-être vais que Israël poser, n'était pas non plus prêt. voilà, alors je vais poser la question autrement. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte, il vaut mieux laisser les Américains faire le boulot et nous être un petit peu en retrait, ou alors Israël a la capacité de mener une opération, on l'a vu en juin dernier, de mener une opération visant à totalement déstabiliser le régime? Vous savez, je veux dire, le grand problème, c'est qu'en juin dernier, d'abord, c'était une opération qui se préparait depuis des années et des années. La préparation immédiate de cette guerre en Iran avait pris 6 mois. Mais les plans, etc., étaient prêts depuis des années et des années et des années. Donc,
c'est pas quelque chose qui s'est improvisé. Juste pour vous dire, pour vous le dire, je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais même l'opération américaine, qui avait été appelée Midnight Hammer, Oui, c'est-à-dire ce bombardement de Fordo, a été préparé depuis plus de 10 ans. Il y avait encore à l'époque d'Obama où il était président, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc au début des années 2010, il y avait déjà enfin, les fameuses bombes qui ont été lâchées que Israël n'avait pas, sont des bombes qui ont été préparées spécifiquement et ont été conçues et préparées et produites spécifiquement pour attaquer cette cet cible, objet, la cible. port d'eau. Voilà, cette cible. Donc, les États-Unis ont fait des maquettes, des plans depuis très très longtemps. Donc ce genre de choses ne s'improvise pas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense, hein, de nouveau, sans être sûr, mais je pense que les États-Unis et Israël ont été surpris par les manifestations et sont arrivés simplement pas prêts à ces événements. Et donc, ils se sont trouvés en fait devant deux mauvais choix. Le premier mauvais choix, c'était attaquer en n'étant pas prêt mais profitant du momentum des manifestations. Le deuxième mauvais choix, c'était laisser en fait le gouvernement, le régime iranien tuer les manifestants, et c'est ce qu'il a fait, et donc mettre fin en fait de facto aux manifestations. C'est malheureusement ce qui s'est passé, mais en se disant que peut-être qu'à la fin, vu que le peuple iranien de toute façon n'aime pas le régime, eh bien même si les manifestations s'arrêtent, eh bien le fait de faire une opération un peu plus tard, mais en étant prêt, pourra peut-être quand même réussir à faire tomber le régime. Il faut aussi savoir que c'est beaucoup plus compliqué de faire maintenant ce qu'on veut faire par rapport à juin dernier. Parce que de nouveau, au mois de juin, il y avait un objectif militaire qui était extrêmement clair. Il y en avait deux, disons. L'un, c'était la destruction du programme nucléaire et deux, la destruction du programme balistique de l'Iran. Oui. Donc, ce sont des objectifs qui sont militaires et qui sont extrêmement bien définis. Or là, l'objectif est beaucoup plus fluide, on va dire. C'est pas très Oui. clair. On veut faire tomber le régime. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire tomber un régime? C'est pas évident. On ne sait pas en fait exactement ce qu'il faut. Parce qu'à la limite, peut-être qu'il faut tuer toute une liste de personnes. Est-ce que ça va suffire ou pas? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que détruire de nouveau des missiles ou tuer des scientifiques dans le domaine de la recherche nucléaire, etc., va contribuer à faire tomber le régime? Probablement pas. Donc, on fait quoi en fait? C'est pas très clair, hein, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, de nouveau, parce que la nature, cette fois-ci, l'objectif est différent. Donc, la nature du combat va être différente. Donc, il faut bien se préparer pour savoir déjà ce qu'on veut faire et comment on peut l'atteindre. Donc, si vous voulez, moi, ça ne m'étonne pas plus que ça, que cette attaque n'ait pas Donc eu lieu la semaine dernière, parce que je pense qu'on n'était pas prêt. au contraire, vous auriez même tendance à dire que c'est l'adulte responsable Binyamin Netanyahou qui a beaucoup d'expérience, qui a modéré, on va dire, les ardeurs du président américain. Peut-être, de nouveau, j'en sais rien, parce que je vais essayer je vais pas faire moi-même, si vous voulez, ce que je critique les autres pour Ok. faire. Donc, Alors, je vais être très prudent, parce que je ne suis pas sûr que Trump lui-même ait voulu faire cette attaque dans les conditions de la semaine dernière. Ce que je pense, c'est qu'il y aura quand même une attaque. De nouveau, j'en sais rien, mais je pense qu'il y aura quand même une attaque, mais simplement une attaque peut-être dans quelques semaines, dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, dans un mois ou deux, quand il y aura suffisamment de forces américaines et israéliennes dans la région et que les objectifs soient plus clairs. ok. Alors ça c'est très très clair justement, mais je voudrais avoir votre appréciation sur ceux qui disent que, eh bien, Binyamin Netanyahou attendrait le moment opportun pour participer à une frappe contre l'Iran pour ensuite, eh bien, faire valoir cet acquis et ce succès face à l'Iran à la veille d'élections législatives pour essayer de remporter, on va dire, de remporter la mise sur le plan électoral. Non, 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 on peut pas se permettre de jouer avec des choses comme ça. C'est pas sérieux. Parce que, d'abord, il s'agit de la guerre. Et puis, on peut pas contrôler exactement Non, quand il y non, aura mais, la mais guerre, c'est qu'est-ce qui pas. va se passer. Je dis pas que Benjamin Netanyahou va faire une attaque parce qu'il y a des élections qui sont à l'horizon, mais je dis qu'il profiterait de l'attaque pour ensuite pour peut-être devancer des élections et en profiter sur le plan électoral. Les élections, de toute façon, seront au plus tôt en juin, au plus tard en octobre. Ça change déjà plus grand-chose. Et même s'il y a des élections par aventure en juin, si le gouvernement tombe, le régime iranien tombe, qui tombe maintenant,
Vous savez, en juin, c'est très, 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 très loin. Personne se souviendra même de ce qui s'est passé. C'est comme ça. Comment dire, l'agenda des élections se décide euh, à la toute dernière minute. Je ne pense pas que ce soit ça qui ait une influence significative sur le déroulement des élections. Peut-être à la marge, mais pas plus. Alors, une question véritablement d'ordre politique. Vous avez le sentiment, parce que là, on en parle maintenant avec plus d'acuité, que Benyamin Netanyahou va aller jusqu'au bout finalement pour faire voter cette loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot et ensuite obtenir le soutien des orthodoxes pour faire voter le budget de l'État? C'est ce qu'on dit. Moi, je reste très sceptique, mais Pourquoi? voilà. Pourquoi vous êtes sceptique? Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment une majorité. Euh, Parce que c'est trop compliqué de. Il y a la quadrature du cercle, faire en sorte que à la fois et tous les Haredim, les ultra-orthodoxes d'un côté, et tout le Likoud et les membres du parti du sionisme religieux de l'autre votent pour la même loi, ça va être très très compliqué. Surtout que pour dire la vérité, la législature arrive quasiment à son terme. Oui, De toute et là façon, finalement, on est dans une situation où enfin, chaque député a intérêt à montrer, pourquoi à faire des exactement? Pourquoi? Pour obtenir encore quoi? 2 mois, 3 mois, 4 mois au maximum, même pas. Ça vaut pas la peine. Donc je suis très sceptique. Maintenant, je peux me tromper parce que j'entends de plusieurs directions euh, que le Premier ministre veut faire passer cette loi et veut que les élections aient lieu, en tout cas en septembre, voire en octobre. Peut-être, mais de nouveau, je reste extrêmement sceptique. Mais on va voir à l'usage dans les 2, 3 semaines qui viennent. Un dernier mot, vous suivez les sondages, Amir, sur les résultats des élections ou vous vous en Bien écartez? sûr. Je regarde, mais ça m'intéresse que moyennement. Oui, parce que ces sondages, ils sont que l'on se place, par exemple, dans certaines chaînes de télévision, ils sont bien plus favorables au Likoud, qui obtiendrait presque 33 mandats comme il en a aujourd'hui, et une coalition gouvernementale telle que celle qui est actuellement au pouvoir. Mais d'un autre côté, il y a d'autres sondages qui sont beaucoup plus mitigés. Quel regard vous portez sur les sondages? Vous leur faites confiance? Alors moi, je ne crois pas dans les sondages de Arutz Arbaez, ouais, de la 14e chaîne, Vous croyez de pas? Philbert. Non. Non, C'est-à-dire? parce que je vois les gens autour de moi et j'y crois pas. C'est-à-dire, C'est très simple. vous dites qu'il y a moins de soutien que ne l'affirme Non, le je pense que sondage. les sondages qui sont publiés pour le coup par la chaîne 12, 13, etc. sont plus fiables. Ça ne veut pas dire qu'ils sont à 100% fiables, certainement pas. Mais je pense qu'ils ont l'air beaucoup plus fiables pour la simple et bonne raison que je vois qui sont les gens qui sont au milieu. Ils sont pas contents du gouvernement actuel, ils sont pas contents du Likoud, ils sont pas contents, ils voteront pas. Oui. En tout cas, ils voteront pas pour le Likoud. Donc, je vois pas très très bien d'où viennent ces masses de gens qui voteraient comme la dernière fois. La dernière fois, je voyais les gens qui allaient voter pour le Likoud. Là, je les vois pas. Donc, et si vous voulez, moi, je suis quand même relativement bien placé de ce point de vue-là, parce que voilà, les gens qui sont ma base, on va dire, on va dire la bourgeoisie urbaine de centre droite, euh, libérale. Ces gens-là, on les a perdus pour la majorité, pas tous, mais dans la majorité, on les a perdus. Donc, ce sont ces gens-là qui ne voteront pas. Donc, si vous voulez, pour les ramener, ben, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite jusqu'aux élections. Il faut surtout terminer l'histoire à Gaza qu'on n'a pas terminée. Il faut montrer quelque chose d'autre. C'est pas encore complètement perdu, mais j'ai quand même l'impression nettement que le Likoud va aller dans l'opposition, ou alors que personne n'arrivera à faire de gouvernement. Eh bien, on va en rester là. On aura bien entendu l'occasion de se reparler au cours des prochains mois, justement lorsque cette échéance électorale approchera. Merci beaucoup, Amir Weitman, président du groupe des libéraux au sein du Likoud. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, bonne continuation et Chodesh Tov. Chodesh Tov.